On avait identifié dans les problématiques la notion de prise de risque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs, ce sont des chefs d'entreprise. Et en fait, quand ils prennent des décisions, ils prennent aussi un vrai risque. Il y a aussi une part d'émotionnel qui est importante. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont éleveurs, qui se lèvent tôt le matin, qui s'occupent de leurs animaux, qui ont un vrai engagement dans leur métier. Est-ce que j'ai envie de faire un métier qui a du sens? Est-ce que j'ai envie que mes enfants ils soient fiers de moi quand je travaille? Voilà, c'est aussi ces dimensions-là. Bonjour Noémie Rollet. Bonjour Jonathan. Merci Noémie d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Parole A, un format 100% comptoir des éleveurs que vous retrouvez sur le site internet ou sur la chaîne YouTube. La Parole A, je ne sais pas si tu connais Noémie, si tu as pu voir un petit peu ce qu'on a fait. L'idée, c'est de te laisser complètement la parole aujourd'hui. Okay. Tu es responsable innovation chez Néolay et on va peut-être commencer déjà par dire un petit peu ce qu'est Néolay avant de parler vraiment du sujet innovation, de ce qui t'anime, de ce que tu fais dans ton métier. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise en quelques mots rapidement? Oui, bien sûr. Alors Néolay, c'est une entreprise française qui a tous ses sites de production en France, qui conçoit, fabrique et distribue des solutions à destination de la nutrition animale et notamment des ruminants, exclusivement des ruminants. Et donc, ils ont différentes catégories de produits et leurs clients, ce sont principalement des éleveurs de vaches laitières, de brebis et de chèvres. Voilà. Alors, j'ai relevé une phrase sur le site de Néolay. « Nous croyons que l'élevage de demain sera un élevage de pointe au plus près des besoins économiques et du bien-être de l'éleveur et de ses animaux. » Du coup, l'élevage de pointe, ça passe aussi et forcément par l'innovation? C'est une très bonne question. Je pense que c'est souvent lié et c'est souvent des choses qu'on met en relation. Est-ce que c'est exclusivement par l'innovation? Je ne suis pas sûre. Je pense que du coup, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une innovation. Il y a énormément de gens qui en parlent. Il y a assez peu de gens qui le définissent ou qui donnent leur définition. Alors du coup, ça consiste en quoi l'innovation dans le milieu agricole? Ok. Alors, l'innovation dans le milieu agricole, je pense que c'est être capable d'apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent sur des choses qui existent déjà, mais avec soit une approche nouvelle technologie, ça peut être une innovation vraiment tournée vers les technos, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle des nouveaux business models, donc de nouvelles manières de mettre en marché des produits, des choses qui changent dans les habitudes, par exemple. On n'est pas obligé d'avoir une technologie incroyable pour faire de l'innovation, ça peut aussi être une habitude qu'on fait évoluer et qui apporte un vrai changement dans les pratiques ou les façons de faire. Du coup, quand on est responsable innovation, notamment là chez Néolay, ce qui est ton cas, Noémie, on fait quoi exactement? Le boulot consiste en quoi? Alors, on fait plein de trucs. Déjà, on pense à quels sont les besoins de nos clients, ce qui est une grosse partie du travail, pour comprendre quels sont leurs besoins aujourd'hui et quels vont être leurs besoins demain. Et moi, c'est surtout cette partie-là sur laquelle je me focus. Enfin, je reste vraiment ciblée. On peut avoir après différentes choses. Il y a à la fois ce qu'on appelle gérer un pipeline de l'innovation. Donc, en fait, gérer tout un portefeuille de projets qui permettent de développer des solutions. Alors, ça peut être des produits, mais ça peut aussi être des services. Parfois, c'est la combinaison des deux, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre. C'est aussi faire de la recherche et développement. Donc, vraiment être capable d'aller chercher des technologies, les développer, être capable d'aller les tester aussi sur le terrain, de faire des prototypes, d'aller tester ces prototypes, de modifier les prototypes quand ça ne convient pas trop, faire une version 1, une version 2, faire de l'itération en fait, pour trouver la solution qui est la plus adaptée aux besoins de nos clients, qui sont en général des éleveurs. Tu parlais des besoins d'aujourd'hui et de demain. Comment ça marche? Est-ce que vous partez d'une problématique pour forcément trouver une solution, ou justement vous anticipez un peu les problèmes et de poser la solution tout de suite avant que le problème existe? Quel est un peu le processus? Un peu les deux. Il y a différentes manières de faire. Nous, on essaie de combiner différentes approches, à la fois des études qu'on appelle des études prospectives. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire des scénarios un peu marqués. Alors, des fois, on peut appeler ça un peu scénario catastrophe, genre que se passe-t-il si on n'a plus du tout de vaches? Ou que se passe-t-il si tout le monde a des troupeaux en France de 500 vaches laitières? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les problématiques rencontrées? Là, on prend les plus gros, presque des choses incroyables ou presque irréalistes parfois. Presque irréaliste, mais ça permet en fait de faire ressortir des traits très marqués. Par exemple, quand on a un troupeau de 500 vaches laitières, et ben en fait, comment on gère la main-d'œuvre? Parce que même s'il y a plein d'éléments de robotique aujourd'hui, en fait, on se rend compte que dans d'autres pays, où c'est déjà le cas, il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Donc, comment on gère de la main-d'œuvre, qui est aujourd'hui un vrai problème en France, qui sera de plus en plus un problème demain, parce que renouvellement de génération, des gens qui arrivent dans le milieu agricole, mais qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, comment on forme ces gens-là, comment on les accompagne, comment on leur construit des carrières, parce que c'est aussi un vrai enjeu, comment on aide des chefs d'exploitation, qui sont aussi des chefs d'entreprise, à devenir des managers, à devenir des chefs, à piloter des équipes. Tout ça, c'est des enjeux, par exemple, qu'on peut identifier quand on dit on va arriver sur des fermes de 500 vaches laitières, 1000 vaches laitières.
si on n'utilise pas ces scénarios très très poussés, en fait, on peut identifier des axes, mais c'est moins marqué. Donc souvent, il y a ces techniques de prospective qui peuvent fonctionner. Mais après, il y a aussi d'autres thématiques où on va vraiment aller rencontrer des clients de tout type. Pas forcément les top clients et qui sont vraiment parfaits dans le scope. Non, tout type de clients pour comprendre quelles sont leurs problématiques aujourd'hui. C'est quoi les différentes questions qui se posent aussi, parce qu'il y a des vraies questions, et c'est aussi construire des vraies interviews où on est un peu à bâton rompu et où on peut vraiment parler de plein de choses, y compris des choses personnelles, des ressentis, des visions par rapport à d'autres personnes autour d'eux, la société, le regard qu'ils peuvent porter sur eux. Quand on parle de clients, on parle exclusivement d'éleveurs ? Oui, principalement. Chez Neolay, en tout cas, oui. Donc l'idée, c'est d'être énormément sur le terrain quand on est au pôle innovation, Oui. Et d'abord d'aller voir ce qui se passe, observer, c'est peut-être la première étape avant de créer, d'innover. Complètement. Alors, j'ai la chance de travailler chez Neolay, qui a un pool de commercial partout en France, et ça, je pense que c'est une énorme force. En tout cas, moi, c'est aussi pour ça que je suis allée là-bas, parce qu'en fait, on a un accès directement auprès des éleveurs, et quand on fait de l'innovation, c'est le truc le plus génial de la Terre, parce qu'en fait, on peut aller voir notre client, lui mettre un truc dans les mains, le regarder, et puis si c'est nul, il va te dire ton truc c'est nul. Et en fait, quand on fait de l'innovation, c'est la meilleure manière de progresser, parce que en fait, il y a pas. Donc ça, c'est génial qu'on vous dise que votre truc est nul. Oui, parce que c'est comme ça que ça permet de progresser, en fait, et avoir cette capacité de créer une relation de confiance et de pouvoir se dire les choses pour vraiment réussir à trouver des solutions qui sont utiles et pas des solutions bling bling, des choses qui servent, des choses qui sont appliquées dans la vraie vie et pas juste ah super une nouvelle techno. Bah oui, mais en fait, c'est pas applicable parce que il n'y a pas le 5G, parce que moi, dans mon quotidien, ça fait chier parce que mon téléphone, je le laisse dans la salle de traite et une fois sur deux, je l'oublie. Du coup, quand je me déplace, ça marche plus. Est-ce que ça me sert vraiment ? La vraie vie. Est-ce que ça me pèse pas plus que ça m'apporte aussi ? Exactement. On parlait de processus. Est-ce qu'il existe un process innovation exemple type ? Est-ce qu'il y a une manière de travailler très rigoureuse, très cadrée, ou c'est vraiment au cas par cas selon les innovations ? Comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai un process global. Cela étant, on ajuste en fonction des besoins. Tout n'est pas appliqué dans tous les cas. La manière dont on travaille chez nous, c'est qu'on va tout d'abord, effectivement, prendre le temps d'identifier les besoins de nos clients, etc. Une fois qu'on a identifié des besoins, on va essayer de répondre à ces besoins avec des solutions. Je vais donner un exemple tout concret. On peut avoir un problème. Exemple, j'ai faim. Et on peut y répondre de plein de manières différentes. Par exemple, manger une pomme ou manger un Kinder Bueno. Les résultats et les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, notre travail, c'est de réfléchir aux différentes solutions et ensuite de développer ces solutions avec différentes étapes. Une phase d'exploration, on cherche plein d'idées. Une phase de construction de prototypes où on va les tester, faire de l'itération, ce que j'expliquais juste avant. Et ensuite, on va même aller sur des étapes ultérieures. On va réfléchir à comment est-ce qu'on met en marché, qu'est-ce qui est le plus stratégique, comment on vend, comment on anime des produits comme cela, comment on les fait vivre aussi, parce que c'est aussi, enfin des produits ou des services d'ailleurs, comment on les fait vivre, parce que l'idée c'est pas de faire des trucs en permanence qui sont utilisés à un an, non, c'est de faire des choses, comme je disais, qui sont utiles, et des choses qui sont utiles, c'est aussi des choses qui peuvent être évolutives dans certains cas, et donc on a plein d'outils qu'on utilise, qu'on a piqué dans plein d'autres boutiques qui font de l'innovation, y compris complètement hors secteur agricole, pour justement réussir à aller jusqu'à ces étapes-là. Alors Noémie, si tu le veux bien, essayons d'imager un petit peu tout ce qu'on est en train de dire. On rappelle que Neolay se trouve en Bretagne. Tout à fait. Et que vous suivez et vous accompagnez aussi de nombreux éleveurs. Si on devait donner par exemple un type d'innovation, quelque chose de concret qui a été créé et qui sert aujourd'hui aux éleveurs, on pourrait citer quoi ? Histoire de vraiment donner une image un petit peu, un cas concret. Là, j'ai un truc qui me vient en tête, par exemple. On avait identifié dans les problématiques la notion de prise de risque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs, ce sont des chefs d'entreprise. Et en fait, quand ils prennent des décisions, ils prennent aussi un vrai risque. Et dans cette réflexion-là, et je me rappelle très bien de certaines interviews que j'ai eues avec certains clients, ils m'ont dit, mais en fait, toi, tu viens, tu me proposes un truc, mais c'est moi qui prends le risque. En fait, si ça ne marche pas, c'est moi qui ai emmerdé, c'est pas toi. Je dis ouais, c'est vrai. Et donc, on a beaucoup réfléchi à cette question-là. Et l'aboutissement qu'on a eu, c'est de se dire, OK, eh bien, comment on fait pour partager le risque ? Parce que l'objectif, c'est que Neolay souhaite être partenaire de ses clients. Et être partenaire, c'est aussi à un moment donné se mouiller et se dire, OK, peut-être qu'il faut qu'on prenne le risque avec eux. Et donc, on a créé une offre qui permet justement d'aller prendre le risque avec nos clients et partager ce poids-là pour que on puisse travailler ensemble. Quand on parle de risque, parce que c'est une véritable problématique que vous abordez régulièrement au pôle innovation de Neolay, on parle que de risques financiers ? Non. On parle aussi de risques techniques. Alors,
quand on touche à la technique, on peut assez vite avoir des conséquences financières, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une part d'émotionnel qui est importante. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont éleveurs, qui se lèvent tôt le matin, qui s'occupent de leurs animaux, qui ont un vrai engagement dans leur métier. Au-delà de l'aspect financier, qui, il faut le dire, est une partie importante parce qu'on reste des chefs d'entreprise à ce moment-là, il y a aussi toute la partie émotionnelle autour de ça. Est-ce que j'ai envie d'avoir des animaux qui sont beaux? Est-ce que j'ai envie de faire un métier qui a du sens? Est-ce que j'ai envie que mes enfants ils soient fiers de moi quand je travaille? Et en fait, aller prendre un risque sur une partie financière, mais aussi sur des vrais investissements, que ce soit dans des problématiques où on veut transmettre une exploitation, par exemple. Effectivement, il y a une notion d'argent, mais il y a aussi une notion de est-ce que mon enfant demain, si c'est un enfant, est-ce que mon enfant demain il est heureux? Est-ce que mon enfant demain il peut mettre sa touche dans le projet familial? Voilà, c'est aussi ces dimensions-là. Quelles sont les thématiques du moment? Vraiment un peu les sujets clés, ou en tout cas les grands domaines sur lesquels vous êtes amené à travailler au pôle innovation de Néolé? Alors, je peux pas tout dire parce qu'il y a une partie qui va quand même confidentielle. En partie. Après, on a rien à cacher. Je pense que ce sont des choses qui sont connues de tous. C'est juste que après, on les identifie clairement ou pas. Je peux donner quelques exemples toutefois. On a les problématiques de main-d'œuvre, par exemple, la problématique de la gestion du risque. On peut avoir les problématiques de la durabilité. Comment est-ce que je fais pour que demain mon exploitation soit durable dans un environnement où on est de plus en plus compétitif, où il faut produire beaucoup. Et comment je fais pour avoir à la fois un outil qui soit performant techniquement, économiquement, et concilier ça avec des notions de durabilité, par exemple. Voilà, ça peut être les thématiques sur lesquelles on travaille. Être plus efficient dans le travail, et tout en ayant un meilleur confort de vie. Ça fait vraiment aussi partie des sujets clés que vous traitez. Complètement. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de la notion de technologie, qui est en partie en lien avec les innovations. Tout ce qui va concerner le monitoring en élevage, tout ce qui va concerner le digital au sens large, comment je récupère les données, comment je traite les données, comment j'interprète ces données, comment je les utilise demain pour avoir des outils d'aide à la décision dans ma gestion d'entreprise. C'est des questions clés et sur lesquelles on est obligé de travailler et ça ouvre des opportunités incroyables. Il y a encore des choses à trouver, des choses à créer. Tout n'a pas été fait en 2024 ? Clairement pas, et heureusement d'ailleurs. Je pense que chaque... sinon tu n'aurais plus de boulot déjà. Voilà, exactement, je ne servirais à rien, ce qui serait terrible. Non, mais je pense que chaque situation apporte des choses nouvelles. Chaque problématique aussi offre des opportunités. Et je pense que c'est à la fois un état d'esprit, mais aussi quelque chose de passionnant dans mon métier. Et clairement, je pense que c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de me dire, il n'y a pas 2 journées pareilles, il n'y a pas 2 années pareilles, il n'y a pas 2 dizaines d'années pareilles. Il y a toujours des problématiques nouvelles, des questions nouvelles, des opportunités nouvelles, des émergences de nouvelles technos nouvelles. Et à chaque fois, ça rebat les cartes et ça ouvre plein d'opportunités et de trucs chouettes à faire. Alors on a vu un petit peu comment on pouvait amorcer une innovation, quel était un peu le processus de création, un peu comment on le met en créativité, en idée, en pratique, mais comment on met sur le marché? Ça, c'est une autre question, parce qu'il faut passer de l'étape de l'idée et du prototype à l'étape de ça devient un outil que les agriculteurs, les éleveurs peuvent utiliser de manière régulière et de manière généralisée. Comment on met sur le marché? Est-ce qu'il y a des freins aussi sur la mise sur le marché? Oui, beaucoup. De manière très transparente, il y a plein de freins. Alors, ça dépend un peu du produit ou du service qu'on veut déployer, mais si on prend un exemple, par exemple, aujourd'hui, on a plein de choses qui peuvent être sur les téléphones, qui sont des services ou des éléments qui permettent de gérer de la data sur les portables. Alors c'est super. Une appli, hop hop hop. Une appli, hop hop hop, exactement, qui répond à un vrai besoin, pas une appli gadget, hein, une vraie appli, quelque chose qui répond à une problématique. Il y a des freins très simples qui sont qu'aujourd'hui, en France, il y a des zones blanches où il n'y a pas la 5G, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on a tout, on a la techno, on a identifié le besoin, on a identifié la solution, tout est parfait, mais on n'a pas les infrastructures qui permettent de le faire. Presque le plus évident, en fait. Exactement. Quelque part. Et il y a plein de petits de cas concrets où il y a un point de blocage comme celui-là, où on est coincé. Et donc, l'objectif dans ces cas-là, c'est de se dire, OK, on repart de l'éleveur.
en fait, quelles sont les opportunités qu'il a aujourd'hui, quels sont les outils qu'on peut utiliser et comment est-ce que ce type de solution, on peut l'amener peut-être par un autre moyen, peut-être par quelqu'un, au lieu que ce soit directement par le téléphone, parce que la proximité, ça compte aussi. Voilà, chercher, essayer de contourner le problème et de se dire, ok, bon, par là, ça passe pas, la porte d'entrée, c'est bloqué, et ben on va essayer le garage, la cheminée, les Velux, la totale, pour essayer qu'à la fin, on arrive quand même à développer quelque chose qui fasse sens. Est-ce que ça signifie que peut-être il y a des innovations pour l'instant qui traînent encore dans les cartons là et qui sont pas mis en place parce que ici un manque de service public, par là un financement public qui est pas débloqué Oui, complètement. Donc il y a plein de choses là qui attendent de sortir quoi. Ouais, complètement. Il y a chez vous ou ailleurs, pas que chez Néolé. Clairement oui, et je pense que tout le monde est parfois face à cette situation. On peut avoir des trucs super, mais qui ne sont pas applicables aujourd'hui. Et en toute transparence aussi, je pense que l'innovation, c'est pas toujours réinventer la science, c'est aussi parfois être capable de se dire mais en fait, là, on avait un truc super, on y a pensé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était pas envisageable parce qu'il n'y avait pas les infrastructures, parce que voilà. 10 ans après, les cartes ont été rebattus, l'environnement est différent. Est-ce que ça fait toujours sens ? Si la réponse est oui, banco, c'est parti, on y va quoi. Et c'est pas forcément réinventer tout, mais c'est juste se dire, ok, qu'est-ce qui fait sens ? Noémie, est-ce que tu aimes jouer ? J'adore jouer. Alors on va faire du coup un petit jeu ensemble puisque depuis tout à l'heure on parle des innovations, on parle un peu du monde agricole de demain. Ouais. Je te propose qu'on essaie d'inventer une monde agricole en 2050. Okay. Je te donne une phrase et à toi de la commenter et de me dire ce que tu en penses, si elle te semble vraie ou fausse. Ok. Il y a des petites choses provocatrices, j'ai fait exprès. Okay. La première phrase, en 2050, il n'y aura plus que des robots dans les exploitations. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise si c'est vrai ou si c'est faux. Mon avis, c'est qu'effectivement, il y a une tendance vers l'augmentation de la robotique. Je pense que ça a plein de points positifs, mais ça a aussi des points négatifs. Et je pense que, en tout cas, pour avoir travaillé aussi avec beaucoup d'autres pays, des collègues qui sont en Italie, des collègues qui sont aux US, au Canada, en Amérique latine, il y a des robots, il y a des exploitations qui sont beaucoup plus intensives, où il y a beaucoup plus de robotique, mais on a toujours besoin d'humains. Ça remplacera jamais nos paysans, non. Nos agriculteurs ? Non. En 2050, les éleveurs seront tous aux 35 heures. Je t'ai sorti des questions pas faciles. Hein. Non, mais j'aime beaucoup. J'adore le challenge. Je pense que ce serait très chouette parce que je pense que ça permettrait d'ouvrir un équilibre et quelque chose que très peu d'agriculteurs aujourd'hui sont capables de faire. C'est-à-dire avoir un vrai équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour aller vers ça, parce qu'aujourd'hui, il est plus envisageable pour des jeunes générations de bosser comme des fous en permanence. Et ça peut passer par des innovations techniques, technologiques ? Bien sûr, évidemment, et c'est nécessaire. Je pense profondément que c'est nécessaire. Si on veut garder des gens qui travaillent en agriculture, si on veut garder une filière qui soit compétitive, il faut qu'on trouve des solutions pour conserver les gens, pour attirer les jeunes générations et pour attirer aussi des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent accepter, en fait, de travailler là-dedans. La suivante, en 2050, il y aura certaines races qu'on ne pourra plus élever en France. T'en penses quoi ? Je pense qu'on touche du doigt pas mal de points. Il y a une partie qui est très en lien avec les évolutions, changement climatique, population démographique. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de races et des gens qui sont passionnés de races et qui ont envie de garder ça. Je pense qu'il faut le soutenir parce que c'est aussi une vraie diversité. C'est ce qui fait qu'on a une agriculture magnifique en France. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je suis fermement convaincue. Je pense que il y a certaines races qu'on ne pourra plus élever pour plein de raisons parce que soit les gens ne pourront plus suffisamment vivre de l'élevage de ces races. Après, peut-être qu'on pourra continuer de les élever, mais plus de la même manière. Et ça, c'est ce que j'ai envie qu'on garde peut-être. C'est que ça passera par d'autres moyens de les élever. Peut-être qu'on fera plus un élevage de telle race qui est vraiment une niche dans un petit coin patelin de France. Mais peut-être que ce sera plutôt des collectionneurs ou des gens qui seront vraiment spécialisés sur ce genre de thématique. Noémie, en 2050, l'agriculture sera un secteur paritaire, autant de femmes que d'hommes. My dream. J'aimerais beaucoup parce que je bosse dans un environnement très masculin, même si ça me pose aucun problème. J'aime beaucoup travailler avec des hommes, c'est très agréable pour plein de raisons. Je pense qu'on les soulèvera pas ici, hein. On reste pro. Je pense qu'on n'a pas assez de femmes, c'est un vrai frein. Moi, j'ai fait une formation scientifique, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les formations scientifiques. Il n'y a pas assez de filles.
vrai sujet. Il faut qu'on trouve des moyens. Et aujourd'hui, il y en a plein. Il y a plus de femmes qu'avant en agriculture, il faut le dire. Il n'y en a pas encore assez, mais il faut qu'on trouve des moyens de les accompagner. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, que ce soit des outils techno, mais aussi dans l'organisation du travail qui permettent d'intégrer les femmes beaucoup plus, de repenser les choses. Et je pense qu'il faudrait même ouvrir encore plus vers une diversité globale, autant de femmes que d'hommes, que de tout en fait. Dernière petite affirmation. Je ne sais pas si c'est la plus simple. Elle paraît simple, mais ça soulève plein de questions. En 2050, Challenge. Tout le monde consommera local. C'est dur ça. Hein. Pas simple, pas simple. My dream. Je sais pas parce qu'en même temps, je pense qu'on est dans une ambivalence aujourd'hui où on est dans un contexte très international où ça ouvre la possibilité d'avoir des choses avec des prix compétitifs aussi et puis aussi d'avoir une vraie diversité de produits. Enfin, je veux dire, personne mangerait des ananas si on mangeait que local, quoi. Et je suis pas sûre que les gens aient envie d'arrêter de consommer des ananas. Après, je pense que c'est un vrai choix national. Je pense qu'il ne faut pas qu'on parle de politique aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une vraie dimension de politique. Mais est-ce que grâce à l'innovation, et c'est surtout ce que soulève aussi cette phrase, grâce à l'innovation, est-ce qu'on peut revenir au localisme ? Parce que justement, quand on pense innovation, on pense technologie, donc on pense plutôt international ou grande ouverture sur le monde. Est-ce qu'on peut utiliser l'innovation au sens inverse ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être vulgairement pompées ailleurs et ramenées chez nous. Je pense qu'il y a des modèles extraordinaires qui existent dans d'autres pays, dans d'autres systèmes d'élevage, qui sont très pertinents et qu'on peut récupérer, redécliner pour appliquer à nos besoins locaux, mais dont on peut s'inspirer et qui peuvent nous nourrir. Et je pense que, nous en tout cas, c'est ce qu'on fait. J'ai la chance de travailler en Europe, vraiment partout en Europe. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On identifie qu'à un endroit, on a fait un truc super, ça marche super bien. Comment est-ce que cette innovation-là, on peut la redécliner sur une autre zone qui a d'autres contraintes, qui a d'autres problématiques, mais pour qu'on garde en fait le bénéfice et qu'on en trouve peut-être des complémentaires. Laisser le pire prendre le meilleur. Exactement. Et donc, j'espère qu'on pourra faire ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de formation scientifique. Ouais. Et justement, j'avais une question avant qu'on conclue cet entretien ensemble, Noémie. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans l'innovation ? Il y a un parcours particulier, des compétences particulières aussi à avoir ? Parce que souvent, cette émission, on se dit, ça peut donner envie aux gens de devenir éleveurs, tant mieux. Mais si ça peut donner envie aux gens de travailler dans l'innovation, pourquoi pas aussi ? J'aimerais bien créer des vocations, ce serait super. Est-ce qu'il faut une formation particulière ? Pas nécessairement. Je fais partie des gens qui sont à la recherche des profils différents. J'ai la chance de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout le même profil que moi et c'est très riche parce que c'est dans la différence qu'on vient chercher de l'innovation. Par contre, je pense qu'il y a des soft skills, donc des compétences, on va dire, intrinsèques qui sont hyper importantes. Je pense qu'il faut être curieux. Je pense qu'il faut avoir envie d'apprendre tous les jours et aimer ça parce qu'il faut vraiment savoir se remettre en question. Je pense que ça, c'est les 3 points principaux. Et après, je pense qu'il faut aussi être prêt à accepter parfois des temps longs, mais savoir être hyper rapide quand il y a une opportunité. Je pense que c'est vraiment être capable de gérer ces temporalités, parce que parfois, y a des freins qui font que, au lieu de mettre 6 mois, on met 2 ans. Ça peut être un peu frustrant. Par contre, quand les planètes s'alignent, il faut taper dedans, quoi. Et c'est là où il faut être capable d'aller vite. Et dans les compétences, connaître de prime abord le monde agricole, ou justement à l'inverse, peut-être d'avoir fait un autre cursus qui n'a rien à voir pour contrebalancer ? Je suis mitigée. Là, j'ai récemment recruté quelqu'un qui n'est pas issu du monde de la nutrition, par exemple. Ça a été au début vu un peu comme un challenge, waouh, quelqu'un un peu différent, mais qui connaît quand même le monde agricole. Donc ça marche très bien parce qu'en fait, on a des compétences complémentaires, on se nourrit de plein de choses, c'est top. Mais cette personne-là connaît quand même le monde agricole. Je pense que pas du tout le connaître, ça peut être un peu compliqué au départ. Après, je pense que si on a envie, tout s'apprend, et que si on a des grandes ambitions, on peut faire des grandes choses. Et si les gens ont envie, faut pas se mettre de frein, quoi. Le monde agricole, on l'a vu, on va sûrement changer en 2050. Ouais. Le monde de l'innovation agricole aussi ? Évidemment, évidemment, et c'est nécessaire. Si le monde change, les réponses aux questions de ce monde changent. Vous êtes obligé de suivre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Petite carte blanche, si tu as déjà vu l'émission, tu connais le principe, Noémie. À chaque invité, on laisse à la fin 30 secondes pour évoquer le sujet de son choix. Soit tu reviens sur quelque chose qu'on a abordé rapidement ou en profondeur, mais tu insistes dessus. Soit tu développes un sujet qu'on n'a pas du tout touché du doigt encore. C'est toi qui es maître de ta parole pendant 30 secondes. Tu veux nous parler de quoi ? Ok.
plein de sujets dont j'aimerais parler. Alors déjà, je remercie pour l'interview parce que je trouve que c'est très vaste et on a rarement le temps en fait, de se poser ces questions-là et de pouvoir en parler. Donc je suis vraiment ravie d'avoir été invitée pour ça. Il y a peut-être un sujet qu'on a touché du doigt mais qu'on n'a pas trop abordé, c'est la question de la durabilité. Je prends ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour le coup, je pense qu'on ne peut pas s'en affranchir profondément. On a des éleveurs qui sont face à beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, beaucoup de questions. Il faut que des entreprises comme la mienne et des gens qui travaillent dans l'innovation soient capables de prendre à bras le corps ces sujets, d'essayer d'y apporter des réponses, des éléments de réponse. Enfin, je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses tout de suite, c'est normal. C'est des processus qui sont longs, ça met du temps. Mais il faut qu'on soit présent, il faut qu'on travaille sur ces problématiques-là, c'est indispensable. Il faut qu'on soit là pour accompagner nos clients là-dedans. Il faut qu'on soit là pour accompagner les nouvelles générations là-dedans, avec les bonnes réponses. Donc, la durabilité, on ne peut pas s'en priver. Noémie, punchline. On garde ça pour la fin. Ouais, grave. Noémie Rollet, merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué un petit peu tout ça et de nous avoir fait découvrir un autre monde finalement, parce que quand on parle d'élevage, on ne pense pas toujours innovation. Et là, ça fait du bien aussi de remettre en parallèle ces deux univers. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de La Parole A, disponible sur YouTube, sur le site du Comptoir des éleveurs, sur les réseaux sociaux, et puis aussi en version audio sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music. On est partout. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite un très très bon moment sur le Comptoir des éleveurs. Ciao. Comptoir des éleveurs.